Bonjour, professeur Erwan Fleischer. Vous êtes euh, chirurgien donc à l'hôpital de Rennes. Donc, je vous laisse vous introduire vous-même, Bonsoir t'introduire. Thibaut. Donc je m'appelle Erwan Fleischer, je suis chirurgien cardiothoracique au CHU de Rennes où j'exerce depuis 15-16 ans maintenant, après une formation essentiellement parisienne, on va dire, entrecoupée de plusieurs voyages. Et dans l'équipe, je fais surtout, je développe essentiellement l'insuffisance cardiaque chirurgicale, la transplantation cardiaque et tous les différents dispositifs d'assistance, les machines de courte ou de longue durée. Voilà. D'accord. Dans ton cursus, tu as toujours eu une spécialité chirurgicale. Oui, je me suis orienté très tôt. Je me souviens que quand j'ai commencé médecine, je voulais déjà faire de la chirurgie. Je voulais faire un truc assez lourd, invasif. Très vite, je me suis orienté vers la chirurgie du tronc, une chirurgie hospitalière, très technique. J'hésitais un peu entre au-dessus ou en dessous du diaphragme pendant mon internat. Et puis, assez vite, naturellement, l'espace thoracique, la circulation, la respiration, le cœur et les poumons ont pris l'avantage et ils m'ont passionné. Et voilà, donc je suis parti dans cette spécialité-là. Tu as une raison particulière pour laquelle tu t'es intéressé à la chirurgie cardiaque et principalement celle de la transplantation et de l'insuffisance cardiaque? Une raison particulière, c'est difficile à dire, Thibaut. Là, il faudrait, je pense, faire une psychanalyse. Je pense qu'il y avait pas mal d'orgueil, d'envie d'aller au bout. Moi, je viens d'un milieu plutôt populaire. Populaire et je pense que l'ascenseur social a beaucoup compté ou joué pour moi. Donc voilà, faire médecine, après je voulais faire de la chirurgie. À l'époque, en tout cas, hein, dans les années 90, la chirurgie cardiaque, ça partait très tôt à l'internat, c'était très coté, c'était des spécialités très en vogue, très en vue. Et voilà, je pense qu'il y avait sûrement une part de revanche ou d'orgueil, ou de vouloir monter en haut, de vouloir je sais pas, avoir ma part de soleil ou des choses comme ça. Après, il y a aussi une spécialité qui est passionnante. Voilà, on devient un peu apprenti sorcier quelque part. C'est magique, arrêter le cœur, le faire repartir. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses sûrement inconscientes qu'il faudrait étudier ou analyser, mais il n'y a pas un déclic particulier. Il n'y a pas D'accord. quelque chose de particulier. Ça se fait naturellement, j'ai envie de dire. Je passe en chirurgie cardiaque à Bichat, et je dis bon, c'est ça, voilà. D'accord. Donc, évidemment, on fait cette vidéo pour discuter de l'impact de la fin de vie et de la mort sur les soignants. Donc, on comprend bien qu'avec un tel métier, c'est ton quotidien. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette gestion de la fin de vie et ses morts? Est-ce que tu en as eu beaucoup lors de ton cursus professionnel, hein? Alors, oui. Oui, 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 j'ai croisé, j'ai eu ou j'ai eu à voir beaucoup de décès déjà hein, depuis mon internat de façon très régulière, j'ai envie de dire, parce que même si on pourrait penser qu'on a peut-être un peu moins de décès, on a aussi poussé beaucoup plus loin les limites avec l'évolution des technologies, les indications ont été poussées de plus en plus loin, donc on a toujours quand même régulièrement des décès dans nos services. Peut-être un peu moins au bloc opératoire en termes de lieu. Je pense qu'on perd beaucoup moins souvent les malades au bloc opératoire, ce qu'on appelait les décès sur table, parce qu'on a maintenant des petites pompes que tu connais bien, des ECMO. Donc en général, on arrive à sortir le malade, même si c'est un peu artificiel en réanimation, où il décède éventuellement après. Il n'y a que vraiment dans des cas d'hémorragie non rattrapable qu'on perd ou qu'on laisse le malade encore sur la table. Euh, donc oui, 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 c'est très, très, très régulier. C'est très régulier en chirurgie cardiaque. Et moi, je m'occupe notamment des malades lourds, hein, les malades graves, insuffisants cardiaques, avec des mauvais cœurs. Donc en plus, j'ai choisi au sein de la chirurgie cardiaque, j'ai choisi une sous-spécialité des malades particulièrement sévères. Donc je suis confronté très régulièrement au décès de mes malades. Ouais. Tu as une idée du nombre de morts ou de patients en fin de vie dans lequel tu as été impliqué, soit directement techniquement, je dirais, ou dans la prise de décision? Au moins, je sais pas, j'en ai régulièrement, c'est-à-dire
il n'y a pas un mois qui passe sans que j'ai un de mes patients ou un patient dans lequel j'ai été impliqué à Mm. l'USIC ou en réa, dans lequel je suis intervenu. C'est très régulier. C'est plusieurs par an. C'est un à deux par mois de cet ordre-là, à peu près, je pense. Mm. Est-ce qu'il y a des décès dans ta vie professionnelle qui t'ont beaucoup marqué, au niveau personnel, bien sûr, ou au niveau de ton équipe, hein? Oui, 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 j'en ai plusieurs. Et j'ai des visages dans la tête, et j'ai des noms, j'ai des prénoms, j'ai des situations catastrophiques que je revois de temps en temps ou des scènes qui, oui, 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 j'en ai beaucoup, beaucoup, des gens jeunes, des enfants, euh, ouais, j'en ai beaucoup. Euh, il y a aussi tous les malades, les greffés, les insuffisants cardiaques, les malades sous cœur artificiel qu'on a suivis pendant des semaines, voire pendant des mois, qu'on perd. Ceux-là, ils sont particuliers. On a une relation extrêmement forte, on les connaît, on les suit et parfois on essaye de les amener sur l'Everest et des fois on les perd au camp de base pendant l'ascension et c'est dur parce qu'on s'est entraîné pendant des mois pour faire cette ascension et des fois on les perd. Donc ceux-là, ils sont particulièrement touchants et durs à passer. Euh, j'ai envie de dire les décès attendus sur des situations catastrophiques, une dissection aortique qui rentre mourante au bloc opératoire qu'on opère en pleine nuit et ça se passe mal, le malade décède. Bon, c'est une chose, bien sûr, hein, et on peut gamberger, on peut refaire des films, on peut revoir, mais ce qui est particulièrement dur, je pense, pour moi, en tout cas, c'est plus le malade presque à froid, ou qui doit passer, ou qu'on fait en journée, ou régler, ou qui vient pour une assistance, et celui-là se passe mal. Un malade qui a été vu en consultation, avec lequel on a discuté, on a revu la veille, on a vu la famille, et celui-là se passe mal au bloc opératoire, on a des complications graves, et on le perd. Là, je pense, c'est dur, c'est beaucoup plus dur, je pense, qu'un malade mourant pour lequel on essaye de faire ce qu'on peut. Tout le monde dit, bon, il a fait ce qu'il pouvait, on s'est donné du mal, on a essayé, mais c'était quand même mal engagé, etc. Le malade froid qu'on perd, là, c'est particulièrement dur, je pense, vu en consultation, dont on connaît la famille, etc. C'est encore plus dur. Les malades jeunes, les malades jeunes. Donc voilà, en quelques mots, mais Mm. ouais, ouais, Et j'en ai plusieurs en mémoire. plusieurs mémoires qu'on voit qui remontent effectivement. Et lorsque tu te dis donc, et on le voit donc, tu vis ces situations très douloureusement, quel est cet impact sur toi? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Ça dure combien de temps? Et Alors, c'est un peu particulier au bloc opératoire. Quand je perds le malade ou en réa, c'est un peu comme si je me dédoublais en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je reste, je crois, hein, c'est mon impression. Il faudrait demander à mes collaborateurs et à mes collègues avec qui je travaille, mais je crois que je reste pro jusqu'au bout, même dans le drame. Euh, il n'y a pas de cri. Bon, c'est pas trop le style en chirurgie cardiaque, mais il y a pas de hurlement. On reste pro jusqu'au bout, même si le Titanic, même si le bateau coule. Je dirais pas qu'on joue les violons, mais on reste professionnel même, alors que paradoxalement, j'ai une partie de moi qui est en train de me dire, putain, il y a déjà des choses qui se mettent en place dans ma tête. Donc, mais vis-à-vis de mon équipe, vis-à-vis des jeunes, de l'interne, de la perfusionniste ou du perfusionniste, des anesthésistes, on va rester professionnel dans la salle. On va remercier les gens. Voilà. Après, dès que je suis dans le bureau ou dans le vestiaire, bon, là, c'est souvent moins fier, quoi. Moins fier et on gamberge, on dit qu'est-ce que j'ai raté. Voilà, on a mal, on n'est pas bien, on a le ventre noué, des choses comme ça. Si on a l'impression qu'on a raté un truc, qu'il y a eu que je sais pas, qu'on n'a pas été bon, qu'on a raté quelque chose à un moment donné qu'on aurait dû voir, ou voilà, on peut, voilà. Et à ce moment-là, l'impact il est tout de suite. Moi, les gens le savent. Enfin, en tout cas, moi, quand je rentre à la maison ou si j'ai un appel téléphonique, je n'ai rien à dire. Je peux vous dire que je peux te dire que mon épouse ou mes filles, elles voient tout de suite quand je raccroche qu'il y a un problème. Elles me disent, là, il y a un souci à l'hôpital. Voilà, apparemment, ça doit se voir sur mon visage. Je pense qu'il y a le masque qui se met tout de suite. Donc voilà, mais
lors du drame, entre guillemets, je crois hein, que je suis en capacité d'assumer jusqu'au bout, de continuer, d'appeler à l'aide s'il faut. Évidemment, enfin, voilà, on travaille, alors que j'ai déjà une partie de moi qui prend du recul, presque d'au-dessus, qui voit la scène et qui dit, oula, là, ça va mal se terminer. Et après, le débriefing, il va être un peu plus intérieur, quoi, sur le retour, le soir, à la maison, dans le lit, sous la douche. Voilà, c'est intime, quoi. Mhm. Quelles sont les ressources que tu mets en place dans ces situations complexes où le décès survient Des choses simples, marcher. Marcher, là, j'ai trouvé que venir à l'hôpital et repartir de l'hôpital en marchant, là, j'ai une demi-heure, 35 minutes à pied, là. Je le fais depuis quelques temps, je trouve que ça me fait un bien fou, espèce de sas, là. Euh, j'écris. J'écris. Donc, depuis que je suis interne, j'écris des scènes comme ça sur l'hôpital. Quand je vois des choses comme ça, souvent, je les mets par écrit, des scénettes courtes. Hein. Et je trouve que ça me fait beaucoup de bien d'écrire la scène, de la relire, la retravailler. Je fais un travail parce que je suis pas écrivain, hein, mais voilà, ça me fait beaucoup de bien. Et puis me reconcentrer sur les malades. Quand ça va pas, je me reconcentre sur les malades. Je reviens aux fondamentaux. Je vais voir mes malades. Mm. Je reviens à la clinique. Je regarde l'anum, le ionogramme, la radio de thorax. J'arrête un peu tout l'universitaire et tous les gros trucs et je retourne juste à la clinique, juste aux fondamentaux, aller frapper à la porte, voir le malade, l'examiner et juste refaire ça pendant quelques jours. En général, voilà. Donc, la nature, aller en forêt, marcher, écrire et arrêter les PowerPoint, les publications, les trucs stressants et revenir juste à l'auscultation de mes malades. Est-ce qu'il y a des situations ou des échanges avec ton équipe ou avec ta famille, comme tu nous as parlé, permettent de t'aider ou c'est plutôt effectivement solitaire face à tout ça? Non, non, c'est plutôt solitaire. Après, évidemment, on va, voilà, un collègue va me parler et moi, si un collègue a perdu un patient, je vais aller le voir. On fait une démarche, on va le voir, on va le toucher, on lui dit ça va, etc. Mais ça reste très superficiel et on s'attend à ce que le gars réponde oui, oui, ça va, ne t'inquiète pas. Si le gars en face commence à s'effondrer, à pleurer, là, on serait complètement désemparé. On dirait, mon Dieu, mais voilà. Donc non, on n'a pas de cellules psychologiques. Je n'ai pas, il n'y a rien avec la médecine du travail à ma connaissance. Moi, si je perds un patient et que le lendemain j'ai un malade au bloc à 8 heures, j'opère le lendemain à 8 heures. Mhm. Il y a pas de, dans certaines professions, je crois que si, notamment dans l'aéronautique, s'ils ont eu un souci à bord, ils ne peuvent pas remonter à bord s'ils n'ont pas eu un débriefing, des choses comme ça. Mhm. Moi, je pense que ce serait peut-être, après, il faut le définir avec plusieurs, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que moi, voilà, je perds un malade le matin, je peux continuer à opérer l'après-midi, hein, entre guillemets. On va me demander, mais ça Mhm. va, t'es bien, c'est bon? Voilà. Bon. Et presque, bon, c'était des sujets un peu tabous quand même. Hein. On a Bien intitulé sûr. Ah bah, l'étude bien des points sûr. tabous, c'est des sujets un peu tabous quand même, Mhm. notamment pour un chirurgien cardiaque. On est censé être dur au mal, solide, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de parallélisme, je trouve, avec l'armée, moi. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de parallélisme avec l'armée, l'infanterie ou les commandos, les forces spéciales, où voilà, le gars des forces spéciales qui commence à dire, mon Dieu, j'ai tué quelqu'un, c'est compliqué, etc. Voilà. Ben, moi, je trouve qu'on est un peu comme ça, nous, quelque part. Donc, voilà, il y a sûrement des choses à faire. Et alors c'est toi, bien sûr, on a compris qui était le chef du commando au bloc opératoire. Donc c'est Donc, toi qui porte un peu cette responsabilité de ce qui se passe, hein, mais au sein de l'équipe qui prend en charge le malade au bloc ou dans la décision, est-ce que tu as vu, est-ce que vous avez des échanges avec les perfusionnistes, les internes? Est-ce que c'est toi qui, du coup, porte toute la responsabilité et les autres vont bien ou vous n'en parlez pas?
effectivement, il faut briser ce tabou, Non. comme tu le dis, ou... Alors c'est vrai que la plupart, beaucoup des malades maintenant, tu le sais, sont staffés. Hmm. Ces malades lourds, ces malades difficiles, il y a ce qu'on appelle des réunions multidisciplinaires où il y a des anesthésistes réanimateurs, des cardiologues, chirurgiens, etc. Il y a un staff, par exemple, d'insuffisance cardiaque tous les mercredis, etc. Donc c'est vrai qu'on pourrait penser que la décision est partagée. On pourrait le penser et sûrement qu'elle l'est en partie. Ceci étant, j'ai le sentiment, et peut-être que c'est prétentieux de ma part, j'ai le sentiment que dans ces réunions, dans cette réunion, ma voix va compter pour beaucoup. Ma voix va compter pour beaucoup. Deuxièmement, euh, même si on nous dit c'est partagé, l'anesthésiste veut dire oui, mais moi je l'ai endormi, etc. Ne t'inquiète pas, moi je l'ai animé. Le malade, il rentre au bloc opératoire, il est vivant en tout cas. Il sort du bloc opératoire, il est mort ou il meurt quelques heures après en réanimation. Euh, le chirurgien est quand même euh, pleinement pas mis en cause, j'ai envie de dire, mais voilà, on va quand même gamberger, quoi. Je veux dire, Bien sûr. euh, euh, le chirurgien aussi, on lui a confié le malade. C'est-à-dire que même si l'anesthésiste va l'endormir, l'infirmière va faire la CEC, etc., le chirurgien, moi, je le sens comme un, c'est pas comme un devoir, mais il est le responsable du malade. On lui confie le malade. Un cardiologue en ville, un cardiologue libéral, lui a envoyé un malade à lui, à son équipe, mais au chirurgien encore. Vous voyez, par exemple, tu vois, par exemple, au bloc opératoire, mes penseuses se font relayer. Si on dépasse l'horaire, ça devient compliqué. Le bloc, je dépasse l'horaire. La penseuse va se faire relayer. L'anesthésiste réanimateur va se faire relayer. Moi, je ne vais pas me faire relayer. Hein. C'est pas, ça ne se fait pas. Je veux dire, le malade m'a été confié. Je vais demander de l'aide éventuellement. Parce qu'il faut être humble. Et évidemment, on demande de l'aide à un collègue. Mais il est hors de question que je rentre chez moi parce que je dis, bah, je vais me faire remplacer. Voilà. Donc, à partir du moment où on a dit ça, on sent bien que le chirurgien, il se sent responsable. Donc, même si maintenant, il y a des staffs peut-être plus qu'avant, même si maintenant, il y a des discussions peut-être plus qu'avant, il reste quand même, je pense, pas le chef d'orchestre, mais voilà, enfin, je le vis en tout cas avec une connotation un peu particulière. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, Est-ce que, donc, ça, on a beaucoup parlé du bloc opératoire, mais tu interviens dans beaucoup de décisions, notamment de limitation de soins, d'arrêt des soins ou de non-décision de transplantation ou de mise en place d'assistance. Est-ce que tu as des cas qui te reviennent difficiles en fait et complexes dans ces prises de décision et comment là tu partages en fait le poids en fait de ces décisions? Donc oui, parfois, il faut aussi dire non. Et parfois, c'est plus dur que de dire oui. Oui, parfois, ça peut être la facilité. Je m'explique. Il y a des noms qui me pèsent ou qui m'ont beaucoup pesé. Imaginons que là, maintenant, tout de suite, on m'appelle pour une jeune femme de 30 ans qui fait un arrêt cardiaque réfractaire et qui est massée depuis 50 minutes, je ne sais pas, à Saint-Malo, par exemple, et qui veulent une ECMO sous massage, etc. Bon. Euh, c'est difficile de dire non. C'est difficile de dire non. Alors, on a des protocoles quand même, on a des garde-fous, etc. Mais il y a toujours cette part de fantasme. Donc là, je vais dire non. Et il faut que je dise non rapidement. Je n'ai pas 3 jours pour dire non. C'est le SAMU qui appelle, c'est oui, c'est non. Vous prenez le greffon, c'est oui, c'est non. J'ai quelques minutes, mais je n'ai pas 1 heure ou 1 heure et demie pour décider. Euh, c'est des décisions rapides qui engagent des sanctions éventuellement très, très graves, très lourdes. Et parfois, c'est difficile. On raccroche, on se couche, on met son drap, puis on se dit là, quand même, 20 ans, j'ai peut-être été un peu dur. Je me dis, alors on se raccroche. Non, on n'est pas dans les 90 minutes, on n'est pas dans le. Mais il y a toujours, en soi, il y a une petite voix qui dit, mais un petit fantasme dit, oui, mais peut-être que quand même ça aurait marché. Bah, peut-être que si tu avais mis l'ECMO, elle aurait survécu. Peut-être que. Voilà. Et il faut rester rationnel et dire, non, 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 non. Voilà. Mais, mais quand même, la petite voix, on l'entend.
si on refuse un greffon parce qu'on pense que c'est pas optimal et qu'après le malade sur liste décède, on dit tiens, peut-être que ce greffon que j'ai pas pris, est-ce que j'ai bien fait, etc. Alors parfois on en discute le lendemain avec les collègues, mais malheureusement, j'ai envie de dire souvent c'est un peu après. Parfois, il nous arrive, pour y remédier, à viser un peu contraphobique, d'appeler rapidement un autre à 2 heures du matin. Donc, on va réveiller un collègue pour partager, la douleur de la décision, entre guillemets, pour dire, bon, je crois qu'il faut dire non, mais bon, tu veux bien dire non aussi avec moi, quoi. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde, il faut qu'on ait le temps, bon, voilà. Mais voilà, refuser parfois des impasses thérapeutiques ou laisser partir le patient, parfois c'est dur. C'est aussi des décisions importantes. Il faut savoir le faire, hein, mais parfois c'est dur, notamment chez les gens jeunes. Voilà. On a aussi la difficulté des malades pour lesquels il faut limiter les soins. Tu en parlais là dans ta question. C'est par exemple un malade. J'ai plusieurs patients à qui j'ai mis des cœurs artificiels totaux. Ou des dispositifs des machines, bref, des cœurs artificiels en plastique, etc., qui vont faire des complications gravissimes, notamment des accidents vasculaires cérébraux, avec des hémiplégies, des gens qui ne peuvent plus parler, etc., mais qui sont vivants parce que le cœur, il marche, en plastique, là, et c'est compliqué. C'est compliqué. Le cœur artificiel total, tu vois, il y a une clé à tourner, quoi. Il faut tourner la clé. Il faut juste tourner la clé. Et tu la tournes quand, la clé? Avant manger, après manger? À quelle heure tu veux tourner la clé? Enfin, voilà, si tu te dis, mais c'est compliqué. Alors évidemment, on fait appel aux soins palliatifs, on a des comités d'éthique, on discute en famille, oui, j'allais dire en famille, en équipe, vous voyez, lapsus révélateur. Mais voilà, il n'en reste pas moins que éteindre un cœur artificiel total, c'est on-off, hein. Donc, Bien sûr. parfois, c'est voilà, compliqué. Alors, est-ce que toutes ces décisions et ton métier a des retentissements sur ta vie donc personnelle et familiale, hein? Euh, oui, 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 clairement, oui. Alors, les décès, quand j'en ai, ou que ça va pas, ou que j'ai des malades qui se compliquent, et ben, j'ai plus forcément la tête aux enfants, à participer aux affaires de famille. Quand je suis en vacances et que j'apprends des catastrophes sur mes malades que j'ai laissés à Rennes, en général, pendant quelques heures, un jour ou deux, bah, j'ai du mal à être joyeux. Donc, oui, ouais, bien sûr, ça impacte ma vie de famille. Euh, et puis, moi, mon métier, je le vois, il est très, très égoïste, mon métier, parce que c'est pas un métier, en fait. Voilà. Je suis pas, je le vis pas comme une profession, je le vis comme un état, comme un prêtre. Tu vois, un prêtre, il est prêtre tout le temps. Comme peut-être un policier qui est policier tout le temps. Finalement, il est dans la rue, il voit quelque chose, il faut qu'il intervienne. Bon. Moi, je le vis un peu comme ça, c'est ma vie. Alors, j'adore ça. C'est une passion. Moi, personnellement, je passe des heures à l'hôpital, je le vis bien, etc. Mais c'est clair que ça a un impact sur ma vie de famille, sur mes enfants, etc. Ça, ça va bien, hein, mais ça peut être compliqué. Ouais. Effectivement, on voit que ça va heureusement bien, mais qu'effectivement, on comprend bien que ça peut être compliqué. Alors, tu fais aussi, tu as des missions en dehors de ton hôpital. Tu as partagé avec moi que tu faisais aussi de l'humanitaire. Est-ce que tu peux nous parler de ces missions humanitaires, en fait? Enfin, qu'est-ce que tu fais et comment tu les vis? Alors, ouais, moi, j'ai fait de la chirurgie cardiaque. On en a parlé au début. Donc, c'est une chirurgie très lourde, très hospitalière, on va dire. Et paradoxalement, parfois, j'ai vraiment l'état d'âme plutôt d'un généraliste ou d'un urgentiste ou de quelqu'un de très généraliste, très polyvalent. Et j'aime beaucoup les voyages, un peu aller barouder à droite, à gauche. Voilà. Donc, le côté humanitaire est venu un peu comme ça. Euh, on y trouve quoi dans l'humanitaire? On y trouve de l'adrénaline en barre. Voilà, c'est une barre d'adrénaline et vous mordez dedans. Vous allez dans un pays en général un peu craignos. On ne fait pas d'humanitaire à Berlin, à Tokyo ou à Londres.
Donc, on sort de sa zone de confort. On sort de sa zone de confort à tous les niveaux. Au niveau professionnel, parce que je prends en charge des patients beaucoup, beaucoup plus jeunes que ce que je fais à Rennes. C'est des patients beaucoup plus jeunes, des adolescents ou des jeunes adultes, voire des grands enfants. C'est pas les mêmes pathologies, c'est des pathologies qu'on voit plus dans nos pays occidentaux. Donc, sur le plan chirurgical, c'est un vrai challenge. Après, c'est dès qu'on arrive, quoi, c'est souvent des climats tropicaux, il fait chaud. Un tout, quoi. L'hôpital, on ne le connaît pas, on n'a pas les moyens, forcément les moyens toujours dont on dispose en France. Donc, voilà, c'est un vrai challenge. On est une petite équipe, un peu comme dans un bateau, on traverse l'Atlantique, etc. Des fois, il y a des tempêtes, des fois, il y a des calmes. Et voilà, parfois, il y a des coups durs aussi. Donc, tout n'est pas forcément rose. Tout n'est pas forcément rose en humanitaire, hein. On y laisse aussi des plumes, hein. On y laisse aussi Mm. des plumes à chaque fois. Et quand tu Moi, as ces... je me suis vu dire à des missions plus jamais, appeler ma femme, Mm. j'arrête, j'y vais plus. Et puis bon, en fait, 6, 9 mois plus tard, l'eau a coulé sous le pont. Et puis bon, bon, allez, j'y retourne encore une fois. Allez, j'y vais. Donc voilà. Donc ça permet aussi de relativiser les choses. Ça permet, c'est vrai que notre système de santé est en grande perte de vitesse, hein. Moi, je le vis au quotidien. Les hôpitaux publics, ça devient difficile. Mais aller voir ailleurs, on s'aperçoit que finalement, on a encore un niveau de soins qui reste malgré tout, si on globalise un peu les choses, très, très performant, quoi. Mm. Et comment tu vis justement quand tu reviens de tes missions humanitaires où finalement tu as opéré des jeunes gens qui allaient mourir, hein, où tu n'as pas pu opérer faute de moyens et qui sont morts relativement jeunes? Comment tu vis ce contraste dans notre médecine où souvent, effectivement, on repousse les limites, comme tu l'as dit, de gens en fonction de Bah, l'âge, des assistances chez des sujets de plus de 70 ans, j'imagine. c'est un peu comme le climat, si tu veux. La COP26 vient de se terminer aujourd'hui. C'est des choses. Voilà, ça te fait réaliser les inégalités, mais tu les touches, quoi. Là, quand je vais au Mali, on a ouvert un service de chirurgie cardiaque avec la chaîne de l'Espoir à Bamako en 2018, il y a 3 ans. Ça. Il n'y avait pas, il n'y avait pas de chirurgie cardiaque au Mali. Juste, il n'y en avait pas. Donc, les gens meurent. Bon, ben, il y a des services, il y a des cliniques vétérinaires en France, des cliniques vétérinaires où on peut faire opérer son chien d'une circulation extracorporelle. Donc, c'est ça qu'on touche quand on fait ça, ce genre de mission. Et donc, c'est quelque part, moi, ça me donne une force pour m'indigner, pour m'élever contre ça, pour essayer d'améliorer les choses. Je veux dire, on peut pas, c'est pas envisageable que des gamins de 10 ans, 4 ans, 12 ans au Mali, ils meurent et nous, on peut opérer Kiki sur le chien. Bon, il y a un moment donné, c'est ça qu'on touche. Et voilà, donc quand je reviens, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas opérer ici nos personnes âgées, hein, c'est pas du Mm. tout le message. Le message, c'est qu'il faut aller vers une redistribution des richesses probablement et aussi de l'accès à la santé, quoi. L'accès à la santé, il faudrait que les pays riches, occidentaux, tendent davantage la main, je pense, à ces pays dits en voie de développement, le tiers-monde, etc. Euh, c'est c'est on mûrit, on relativise les choses aussi. Ça m'aide aussi. Ça m'aide aussi peut-être à laisser partir plus facilement ici quelqu'un d'âgé Mm. plutôt que de s'obstiner à avoir été la semaine précédente, voir des jeunes. Voilà, ça doit m'aider quelque part aussi, me donner un équilibre, me donner une force. Euh, la sélection des malades est très dure en humanitaire. La sélection des malades est très dure. Il faut choisir les malades qu'on va opérer pendant les quelques jours où on est là-bas. Il y a beaucoup de jeunes ou à qui on ne peut pas proposer l'opération parce qu'ils sont trop graves, parce qu'on n'a pas les moyens sur place, etc. Donc ça, c'est souvent très, très, très dur, hein. C'est souvent, c'est ce que j'aime le moins en humanitaire, c'est extrêmement violent, je trouve. Voilà. Mais après, on y trouve aussi des ressources pour peut-être ici, après, quand on revient en France, accepter un peu mieux nos difficultés logistiques et structurelles, être un peu plus conciliant avec les décès de nos âgés, et peut-être aussi savoir poser des jalons en disant là, ça devient déraisonnable, à mon avis.
Mm. On mûrit, on revient différent. Et dans ce contraste entre ces pays en voie de développement et notre société occidentale, est-ce que dans le contact que tu as avec les équipes sur place et les familles et les patients, est-ce que tu vois un différent niveau de compréhension ou d'acceptation de la mort et du décès? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, tout est différent. Beaucoup de choses sont différentes. Là, je parle de pays qui sont vraiment des pays extra-européens, hein, où la culture n'est pas la même, la religion souvent n'est pas la même. Et, euh, et si en France, peut-être que la religion est en perte de vitesse, dans certains pays africains ou autres, la religion rythme la vie. Donc, on a des discours, on entend, voilà, c'est la volonté de Dieu. C'est donc et puis les échanges ne sont pas les mêmes. Ils savent beaucoup. Voilà, non, non, c'est pas du tout le même rapport à la mort, même si bien sûr la tristesse est là, la maman reste une maman, le papa, etc. Ça va être dramatique, etc. Mais vis-à-vis du corps médical, souvent, en tout cas dans mon expérience, ce ne sont pas les mêmes questions qui vont vous être posées. C'est pas la même. Si vous allez voir une famille en France pour annoncer une fin de vie ou des choses compliquées, etc., vous allez avoir un entretien, un discours. Si vous avez la même chose à faire dans ce type de mission humanitaire, vous n'aurez pas du tout le même entretien dans les deux sens, hein. La famille ne va pas avoir les mêmes demandes, ne va pas poser les mêmes questions sur l'acte chirurgical, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, c'est pas le même ressenti, c'est pas le même vécu en tout cas, même si bien sûr, ce qui est commun, c'est le côté dramatique et la tristesse pour les familles. Ça, c'est commun partout sur Terre, je pense. Mais après, les outils pour récupérer ou pour surmonter le deuil ne sont pas forcément les mêmes. D'accord. Euh, comment tu, avec tout le fardeau que tu portes, au final, en fait, hein, tu continues donc à faire des choses incroyables, hein. Qu'est-ce qui te pousse à continuer? C'est la passion? Ou comment? Et ensuite, Euh, ouais, deuxième question. euh, Ouais, pardon. oui. Deuxième question, c'est quel conseil tu donnerais à un jeune chirurgien cardiaque qui se lance dans la chirurgie ou un plus âgé qui fait face à des problèmes en fait par rapport à ce tabou qu'est la mort? Alors pourquoi continuer? Bon, d'abord parce que j'ai quand même plus de survivants que de décès, hein. Donc, voilà, quand même si on parle beaucoup de morts, il y en a quand même beaucoup Ouais, de patients qui vont bien, hein. ouais, Ils ne décèdent pas tous, mes malades, hein. ouais. Et puis après, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse, quoi. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc, c'est tombé sur moi. On est peu nombreux à faire ça, ce type de machine, parce qu'il y en a très peu en France, tout simplement. Voilà. Donc, pour l'instant, il y a plus d'envie et de passion que de désagrément ou que de tristesse ou que Voilà, je pense que c'est ça, c'est une balance. Pour l'instant, la balance, elle est encore positive. Donc, parce qu'il parce que sûrement qu'aussi inconsciemment, je dois y trouver un intérêt. Je veux dire, il y a le côté sombre, il y a aussi le côté pile, hein. Quand ça marche, c'est extraordinaire. On a des patients qui sont extrêmement redevables. Enfin voilà, on a la sensation d'avoir fait de grandes choses. Euh, voilà. Après, les conseils à donner à un plus jeune, euh, il faut être passionné. Il faut être passionné. Sinon, au bout de 5 ou 10 ans, on peut devenir un peu aigre, un peu aigri. Voilà, ça peut devenir compliqué, je pense. Ou alors il faut changer ou faire autre chose. Donc il faut être passionné, il faut sûrement davantage communiquer entre nous, entre professionnels, davantage partager, être entouré. Voilà, je pense qu'il ne faut pas rester tout seul dans son coin, et il faut trouver des trucs et astuces pour vider son sac. Il y en a peut-être qui vont peindre, d'autres qui vont faire du yoga. Voilà. Donc il faut, un, être passionné,
Deux, il faut être organisé pour pouvoir partager, communiquer et ne plus porter tout ça tout seul, quoi. Euh, et puis, il faut parler notamment aux familles et aux malades. Il faut aimer les malades. Il faut aimer les malades. Ça, c'est, il faut les toucher. Il faut, enfin voilà, je pense que c'est un métier particulier. Ce qu'on fait sort de l'ordinaire. C'est extraordinaire. C'est pas normal de fouiller avec ses mains dans les entrailles de quelqu'un qui, en plus, vous a donné l'autorisation de le faire. Donc, voilà, ça engage. Je trouve que ça engage. C'est un engagement. Je reviens un peu à l'armée. Là, je trouve que c'est un engagement. Alors après, il y en a qui prolongent 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui continuent, hein. Mais moi, je le vis un peu comme ça. C'est un engagement complet. Voilà. Merci beaucoup, Erwan, pour tout ce témoignage, hein, qui vise vraiment à briser ce tabou. C'est ce qu'on souhaite faire ensemble. Évidemment, ce tabou, c'est la mort, hein. Et tu l'as dit, dans notre société occidentale, on a probablement mis la mort comme un tabou. Et je voudrais te poser une question très intime, auquel tu n'es pas obligé de répondre, bien sûr, mais pour toi, finalement, qu'est-ce que la mort? Et est-ce que tu as peur de la mort dans ton métier, mais également pour toi? Alors, merci. C'est une question difficile. La mort, est-ce que j'en ai peur? Non. Non, j'ai pas peur de la mort. La mort, encore une fois, je la vois un peu comme une adversaire. Une adversaire, c'est-à-dire que moi, quand je rentre au bloc opératoire, je suis concentré, un peu comme sur un ring, quoi. Donc la mort, pour moi, c'est un combat, c'est la maladie, c'est voilà. Euh, Ce qui me fait peur, c'est plus de partir. C'est pour mes proches. C'est ce que je laisse derrière si j'avais pas tout réglé, des choses comme ça, les enfants. C'est plus ça. C'est ce qui va me faire peur, ça va être la souffrance, d'être diminué, des choses comme ça. Mais la mort en elle-même ne, ne m'effraie pas moi. Euh, Après, ce que j'aurais du mal à répondre à la première partie de ta question, mais qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la mort? J'avoue que je ne saurais pas forcément y répondre. Et c'est surtout à partir de quel moment elle survient. Je m'explique. Euh, Pendant des années, on pensait que si on n'avait plus de cœur, on était mort. Non. Moi, je peux vous faire vivre avec un cœur en plastique, ou je peux vous faire vivre avec des pompes, ou avec une circulation extracorporelle. Donc, on peut vivre sans cœur. On a dit oui, si le cerveau est débranché, on meurt tout de suite. Pas forcément, on peut débrancher des cerveaux. Nous, on le fait en chirurgie cardiaque, sur des chirurgies de la crosse aortique, avec de l'hypothermie, avec des techniques particulières, mais c'est possible. Moi, j'avais appris à la faculté de médecine qu'il n'y avait pas de vie en dessous de 7,2 pH. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a tous, dans nos hôpitaux, ramené des malades à 6,8, 6,7, 6,5 de pH sous ECMO, sous assistance circulatoire, et on en a qui ont survécu et qui étaient bien. Donc, tu vois, c'est ça qui m'interroge et qui me pose un peu problème, notamment quand il faut dire non, ce que je disais tout à l'heure. Quand il faut dire non, ça peut. Voilà, c'est qu'est-ce que c'est que la mort? À quel moment je ne pourrai plus ramener la personne? Et c'est ça qui m'interroge. Quelle est la part de rationnel et quelle est la part de fantasme? euh, La mort, je vois un petit peu, moi, plus comme un processus, un peu comme des petites lumières qui s'éteignent les unes après les autres. Et tant que cette petite lumière-là, là, je peux encore mettre une ECMO, je peux encore ramener le malade, il peut survivre. Et celle-là, on peut encore y arriver. Et celle d'après, si elle s'éteint, là, c'est foutu. On ne ramènera pas le malade. Et si on pouvait savoir pour chaque personne, si on pouvait avoir un score, etc., savoir quelle est la lumière, à quel moment, laquelle dernière lumière va s'éteindre, voilà, ça me faciliterait beaucoup les choses, je dois dire, et sûrement mes nuits. Mais voilà, je ne sais plus très bien avec le développement de nos médicaments, de nos traitements, de notre réanimation, de nos machines,
à quel moment faut jeter l'éponge? Est-ce qu'il est mort? Il est dialysé, il est intubé, il est ventilé, il a un cœur artificiel, mais on peut encore le ramener, il peut encore sortir vivant de l'hôpital et avoir une vie. Voilà, et alors, pour expliquer ça aux familles, dans les entretiens et que ça va mal, c'est encore autre chose, hein. Parce qu'eux, ils n'ont pas forcément fait médecine. Donc déjà, moi, en ayant fait médecine, je me pose des grosses questions existentielles sur qu'est-ce que la mort et jusqu'où faut-il ne pas aller. Mais voilà, donc un, j'en ai pas peur. Deux, dans mon quotidien, c'est un adversaire, clairement, euh, que je respecte, hein, mais contre lequel je vais rien lâcher. Moi, je suis un chirurgien très, très opiniâtre, donc voilà, je me bats contre elle. Ce qui me fait plus peur, c'est la souffrance ou la diminution et ce que je laisserai aux autres. Et qu'est-ce que c'est que la mort? Eh bien, je ne sais pas très bien moi-même. Voilà, pour conclure. Oui, je crois que c'est aussi ce que tu disais au début, finalement, c'est que maintenant, dans le monde chirurgical, de la chirurgie thoracique, on a vraiment repoussé les limites et à part la technicité, hein, et que ça devient de plus en plus difficile, effectivement, de Mais tu, s'arrêter aussi, hein, mais tu vois, là, en même temps que je pense à un truc, tu vois, et s'il y avait davantage de labos de recherche qui bosseraient sur la mort, entre guillemets, parce que tout le monde bosse sur la vie. C'est-à-dire, tous les labos de recherche, ils bossent sur la vie, sur le pancréas, sur le poumon, sur le cœur, sur tout ce que tu veux, sur l'os, il y a des labos de recherche, tout le monde travaille sur le vivant, et ça donne de très beaux prix Nobel. Mais peut-être que s'il y avait des labos de recherche, c'est un peu original, hein, mais davantage qui travaillaient sur la mort, qu'est-ce que c'est que la mort, etc., je pense que ça pourrait aussi donner des choses intéressantes. Je te rends l'antenne. voilà. Ah, merci beaucoup, Erwan, pour ce témoignage et ben, on espère que ça va aider nos collègues à comprendre un peu mieux ce qui se passe aussi dans leur vie et de rompre un peu la solitude de la souffrance des soignants, parce que les soignants ont du cœur et effectivement, eux, c'est bien leur cœur, hein. On ne peut pas leur transplanter, c'est leur cœur à eux. Et quand ça tourne mal, eh ben, ils le vivent dans leur chair. Merci beaucoup, Erwan. Merci beaucoup, merci à toi, merci pour ton temps. À bientôt, au À revoir. bientôt. Au revoir.